Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Je suis en compagnie de Néo. Bonjour Néo. Mais bonjour, Ah non, pas le doc. Oh, mon Dieu, mais il est où? Et il est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas avec nous en ce moment, effectivement. Oh là là, quelle tristesse. Il n'a pas pu, il a d'autres priorités très importantes, parce qu'il a une activité à côté de ça. Et on espère que ça va marcher pour lui, parce que c'est des gros plans pour la suite. Donc voilà. On croise nos doigts de bipède. Eh oui. Et donc vous avez entendu, c'est notre Bibi national qui hostera cette émission. Oui, c'est moi. Fois. Et on est accompagné d'une personne que vous avez déjà entendue très récemment. Vous allez forcément reconnaître. Je laisse se présenter. Hello tout le monde, le Québécois. Joseph, merci d'avoir les gars. Trop cool. Alors, cette fois, on va pas parler de freelance, mais on va parler de réalisation, qui est ton métier principal. Et avant de rentrer dedans, et pour une dernière fois, je le pense, puisqu'on va essayer de sortir ça de l'émission principale, je vous rappelle juste que si vous voulez nous soutenir, il y a le Spreadshirt et les dons PayPal sur le site. Et vous pouvez aussi devenir patriote. Bipède. Effectivement, allez sur le site Patreon et pour chaque émission, vous pouvez souscrire à 1 €, 3 € ou 4,17 €. Oui, c'est pas un compte rond, mais c'est comme ça. T'as fait tes devoirs, toi. Oui, cette fois, oui, je suis prêt. Et donc, comme ça, vous pouvez avoir les émissions en avance et nous soutenir. Et voilà, bon, je vais pas, comme d'habitude, on va aller plus vite dans le vif du sujet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a toutes les infos de toute façon. Et puis voilà, c'est parti. Et comme dirait l'autre, sans transition, bonsoir. Ah bonsoir. Alors dis-moi Joseph, qui es-tu? Quel est ton métier? Que fais-tu dans la vie? Tout ça. Eh bien, moi, je suis réalisateur présentement en jeux vidéo cinématique. Donc, j'aide les équipes, les clients à bâtir la vision narrative vraiment au point de vue des cutscenes. Donc, trouver comment l'histoire s'emboîte avec l'action du gameplay et définir les story beats qu'on va avoir dans le fond avec leurs personnages. Donc, souvent, ça va passer par quelques conseils à l'écriture, aider à l'élaboration des storyboards, vraiment épauler le client dans le procédé narratif des cutscenes en me fiant toujours à ce qui est fait directement dans le gameplay. Donc, toujours soutenir la partie skippable du jeu. Oui, en tout cas, personne ne regarde, malheureusement. Non, beaucoup regardent, mais beaucoup skip, effectivement. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est aussi le seul moment dans un jeu, notamment un jeu où il y a vraiment beaucoup d'action et tout, tu peux prendre le temps de mettre de la narration et installer tes personnages, quoi. Certainement, puis je pense que le jeu narratif en termes de chiffres est quelque chose quand même qui fonctionne. Si on regarde les derniers succès de God of War, les jeux comme Uncharted, des compagnies comme Quantic Dreams qui vont faire purement du narratif, je crois que ça a une place dans l'industrie, mais quand tu fais de la réalisation pour le jeu vidéo, c'est toujours quand même le gameplay qui prime. En bout de ligne, les gens achètent un jeu, puis ils veulent avoir des moments de jeu, donc c'est des fois le calcul entre où on fait de la narration, combien de temps doit être la narration et comment on réussit à créer le lien justement entre comment le joueur perçoit son personnage en gameplay et comment il veut apprendre l'histoire de son personnage. Puis même peut-être pour faire écho à souvent les cinématiques qui sont skippées, je pense que tout le monde est coupable de ça. On a tous déjà skippé des cinématiques, d'autant plus qu'elle joue à chaque fois que tu meurs. Tu sais. Mais je pense que dans un bon jeu, tu skippes pas les cinématiques. Puis si je pense par exemple Breath of the Wild, je pense pas que j'en ai skippé. Je les ai regardés. Je voulais savoir qu'est-ce qui va arriver avec Link, qu'est-ce qui arrive avec Zelda. C'est marrant parce que il y en avait et maintenant ça me frappe, mais je les ai tellement pas skippés que je pensais que c'était du gameplay, tu vois. C'est drôle. Là, je me dis, il y avait des cinématiques dans Breath of the Wild et oui, il y en avait, oui, clairement. Elles sont discrètes, c'est vrai. Elles sont pas construites comme dans n'importe quel jeu. C'est pas tu finis une séquence et puis ça s'arrête et il y a une cinématique puis tu reprends une séquence et c'est plus parsemé. Un peu, tu parlais de Dark Souls en off. Je trouve que c'est très comme ça. C'est très finalement c'est disséminé un peu partout. Et si t'as pas envie de l'histoire, tu peux très bien juste t'amuser à taper des arbres et des monstres et aller chercher l'épée, comment elle s'appelle déjà, Excalibur, là j'allais dire, je vais me faire frapper par tous les... l'épée de légende dans mon jeu. Oui. L'épée de légende en français. Oui, c'est le Master Sword. La Master Sword. La Master Sword. Même en français, on dit tout ça. Oui. C'est Bibi qui est très franchouillard. Mais... Bah oui, Cocorico, hein. C'est pas pour rien. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que c'est vrai que la plupart des cinématiques de jeux vidéo sont des cinématiques d'introduction à quelque chose et des cinématiques de conclusion à quelque chose. Ce qui fait que, en effet, ça
peut-être pas l'effet le plus percutant, mais si je pense par exemple à Red Dead Redemption 2, Oh, wow. je vais être très très franc, si tu as skippé les cinématiques, tu passes à côté de quelque chose de super intéressant. Puis même dans des trucs un peu plus, GTA, je pense que Rockstar, ils le font très bien. C'est des personnages totalement over the top, mais tu veux voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, je pense que ça dépend vraiment du type de contenu que le gameplay drive les joueurs à voir, si je peux dire. C'est quoi du coup? C'est à voir avec l'implication qu'on va essayer de créer du joueur dans le scénario? L'implication du joueur avec le scénario, mais je pense le personnage en soi. Ouais, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant? Tu sais, même comme Link, un personnage qui parle pas, Oui. tu te sens tellement immersé dans sa quest, peut-être parce qu'il parle pas des fois, que tu veux voir ces beats-là où d'autres personnes te content l'histoire. Tu sais, je pense qu'il y a différentes façons de voir le jeu. Il y a des jeux où comment je peux dire, l'univers et l'histoire, et tu évolues au travers de ces histoires-là. Si je pense par exemple les Dark Souls, les jeux de Miyazaki, souvent c'est, mis à part, mettons, Sekiro, the world, le monde vit autour de toi. Et un personnage même, en lui-même. Ouais, exactement. Tandis que si tu regardes des jeux comme Uncharted ou si tu regardes God of War, les nouveaux God of War, tu peux pas skipper les cinématiques. C'est un gros plan séquence bien cool, là, tu sais. Fait que je pense que ça dépend vraiment du type de contenu, dans le fond, que les devs, au niveau du gameplay, veulent livrer à leurs joueurs. On va en parler un peu plus tard quand on parlera de la question de la différence entre le cinéma et le jeu vidéo, je pense. Ouais. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Ça fait combien de temps déjà que tu fais ça Combien de temps que tu es réalisateur vraiment? Parce que on a appris du coup dans l'émission d'avant, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous invite à y aller, elle est très cool, sur le freelance, que tu étais donc freelance et que tu avais fait plein de choses. Mais depuis quand tu fais de la réalisation vraiment? De la réalisation, ça va faire quand même proche de 10 ans. Et puis ça n'a pas toujours été des projets en réalisation. T'sais, fait que je pense que comme beaucoup de gens, quand on est dans des domaines créatifs, on fait plusieurs différents éléments dans le fond pour et rester créatif, mais aussi faire ce qui est vraiment de la passion. C'est comme par exemple, toi, tu es animateur, mais je suis sûr qu'à certains moments, tu as fait de la réalisation dans ton animation, même si tu es un animateur en soi. Bibi, je sais que tu es en train de build un world. Des fois, tu vas comme créer ton monde autour, puis tu deviens un peu réalisateur au travers de ça. Tu deviens vraiment à comment les gens vont percevoir mon monde quand ils l'expérimentent. Puis, donc, 10 ans à peu près que je fais ça temps plein. Bien sûr, toujours saupoudré de différents métiers, toujours en lien avec la réalisation. Comme par exemple, j'ai fait beaucoup de premiers assistants à la réalisation sur le plateau de cinéma et les plateaux mocap. C'est qu'est-ce qui m'a apporté à faire de la réalisation en jeu vidéo. Aussi monteur. Je crois que quand tu es un réalisateur, tu dois savoir monter, tu dois être un monteur un peu dans l'âme. Peut-être que des fois, tu vas aller engager un monteur à côté, mais en bout de ligne, si tu ne sais pas faire du montage, il n'y a aucune chance que tu saches comment compter ton histoire. Tu n'es pas DOP, mais il faut que tu saches comment tu veux cadrer les éléments, quel genre de lens tu veux, quel genre d'objectif tu veux. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont ensemble pour faire, dans le fond, de la réalisation. Fait que depuis 10 ans, j'alterne pour l'alimentaire à faire du premier assistant, des fois à faire de la réalisation, des fois à faire des contrats de montage. Mais de temps plein, seulement de la réalisation, ça va faire 5 ans que c'est pratiquement tout ce que je fais dans les métiers de la réalisation. Et comment tu as réussi à devenir réalisateur du coup? Ouais. C'est quand même un poste qui est très haut dans la chaîne, qui est souvent dans les écoles et tout, on ne t'apprend pas à être réalisateur vraiment. Il y a certaines écoles qui sont un peu plus orientées techniques, d'autres un peu plus artistiques. Alors après, peut-être que tu l'as appris à l'école, c'était ton cursus ou... C'est dans le cursus, mais je pense que réalisateur, c'est, comment je peux dire, c'est une accumulation de différentes aptitudes. Je pense que tu peux te lancer dans la réalisation directement, mais automatiquement, il y a tellement de différents petits trucs que tu dois apprendre. Des trucs aussi simples que connaître beaucoup de styles de musique ou des genres de musique ou des rythmiques musicales qui vont t'aider à mieux réaliser. Comprendre le mouvement, comprendre le jeu d'acteur. Tu n'as pas besoin d'être un acteur, mais tu dois savoir c'est quoi un bon acting ou le style d'acting que je veux. Par exemple, si tu réalises, je sais pas, Big Bang Theory ou How I Met Your Mother, le jeu d'acteur, il est bon pour qu'est-ce que c'est. Tu ne voudrais pas le même jeu que, par exemple, un film comme Mother ou, je sais pas, The Shining. Fait que c'est être capable de prendre différentes aptitudes, différents skills et aller chercher les bons intervenants pour le faire. Parce que souvent, je pense que dans le métier de réalisation, qu'est-ce qu'on pense, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon dans tout. Tu as besoin d'être capable rapidement de voir les capacités des gens dans une histoire que tu veux créer. On parle souvent de la vision.
On dit le réalisateur, il a une vision et il doit l'insuffler chez les autres, il doit réussir à le transmettre chez les autres. Et du coup, effectivement, tu dois après avoir confiance en ces gens-là, savoir où est-ce qu'ils peuvent aller, etc. Et que ces gens-là sont ta vision aussi. Tu sais, si on pense à, disons, Denis Villeneuve, un réalisateur québécois que je pense, on n'a même plus à faire son nom, il va vraiment aller choisir les intervenants qui conviennent au projet. Il est capable de savoir qui aller chercher, quelle est la bonne musique, quels sont les bons acteurs. Puis ça, je pense que c'est souvent quelque chose qu'on oublie, puis même, mettons, je te donne ma perspective, puis c'est vraiment hyper subjectif. Je crois même que l'idée de la vision du réalisateur, il y a quelque chose d'un peu erroné là-dedans, que Quentin Tarantino fait ses films, mais qu'est-ce qui serait ses films si tu lui donnais des étudiants de première année collège avec des caméras puis du son? Il y a besoin d'un DOP qui va être capable de choisir la bonne lumière, bien comprendre la lumière qu'il veut, un bon monteur qui comprend la rythmique qu'il cherche. Puis je pense que un des trucs les plus importants en tant que réalisateur, c'est choisir les bons intervenants, les bons membres d'équipe qui vont être autour de toi. Quand tu peux le choisir, parce que des fois, c'est le producteur qui va aller chercher les gens. Parce que nous, en France, on appelle producteur, le producer, je pense. C'est la même chose pour nous aussi. Ouais, ok, bon, bah, j'imagine que c'est ça. C'est que des fois, tu as le choix, des fois, par contre, on te donne une équipe et puis tu vas te débrouiller. Moi, j'ai jamais été dans la situation où tu es totalement forcé. Il y a tout le temps de discussion parce qu'on s'entend... tu vas dealer avec des gens qui ont tous des égos, tu sais, des fois plus gros que d'autres. Puis il faut quand même avoir des situations où ces gens-là vont bien travailler ensemble. Donc, je pense que un producteur qui force seulement la réalisation à devoir travailler avec des intervenants, lui qui a choisi, des fois, ça peut être une erreur parce que tu vas avoir ces gens-là qui vont travailler sur une énorme durée ensemble puis qui doivent cohabiter avec une vision. Tu sais, si le réalisateur veut tel genre de plan, puis que le DOP veut absolument tel genre de plan, puis ils sont pas capables de le DOP? Le directeur photo. Director of Photography, ouais, désolé, c'est le même qu'on les appelle. Moi, je suivais, mais c'est vrai que... Ah, moi, tu vois, je savais pas. le directeur photo. Si ces gens-là sont pas capables de collaborer ou avoir la même vision, comprendre la même vision créative... C'est un travail de compréhension, de communication, beaucoup. C'est un travail de communication, principalement. Ouais. Souvent, quand on parle de la vision, c'est comment tu es capable d'exprimer tes idées au travers de mots, au travers de shape, au travers de croquis, au travers de références, au travers de sons, des fois. Tu sais, on parlait de l'animation l'autre fois, puis tu parlais d'un réalisateur avec qui tu travailles qui va beaucoup parler en son. Ben, oui, des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, tu es comme, je veux que ça sonne comme du Beethoven. Là, personne ne te comprend. Tu sais écouter du Beethoven, tu fais, oh, OK, ouais, c'est une symphonie, c'est big. Non, je veux que ça sonne comme du folk. Je veux que ça soit... Donc, il y a plusieurs façons de s'exprimer, mais en tant que réalisateur, ton outil premier, c'est ton outil de communication. Trouver les bons mots, trouver le bon rythme et bien livrer cette information-là à tes intervenants qui, eux aussi, vont avoir un bon skill de communication pour le dispatcher, donner les informations à l'équipe pour, à la fin, dans le budget que tu as, dans le temps que tu as, avoir le projet qui accroche les spectateurs le plus possible. Tu dirais que c'est ton outil principal, quoi. C'est celui-là. Ouais, ma bouche puis ma voix, c'est pas mal. Ça sonne bizarre, hein, dit de même. Ma bouche est mon outil principal. Mon bagou. C'est mon bagou. Je sais pas ce que ça veut dire, mais yeah boy. Ben oui, principalement, c'est tes mots, c'est ta façon de t'exprimer. OK, très bien. Et dans les autres outils que tu pourrais avoir, ça serait quoi? C'est quoi les outils d'un réalisateur, justement? Bien sûr, selon moi, faut que tu fasses du montage. Des fois, on va le donner à un autre monteur, mais il faut très bien que tu comprennes la rythmique du montage. Il faut aussi que tu aies une connaissance technique derrière les éléments. Comme par exemple, je crois qu'un bon réalisateur, il faut que tu comprennes comment les caméras fonctionnent. Là, je parle pas l'optique, quelle lens choisir, quelle hauteur choisir, bien connaître ton langage cinématographique. Ça, c'est probablement un des éléments les plus importants. Puis après ça, dans les outils physiques, ben, tu sais, il faut que tu saches écrire du scénario un peu juste pour bien comprendre, bien diriger les acteurs, comprendre comment le corps des acteurs fonctionne en fonction de la lumière, quand ils rentrent bien dans leur lumière, quand ils sortent bien de leur lumière. Un grand sens du tempo. Tu sais, je pense qu'on en parlait sur le dernier podcast, mais la vie est un rythme. Tu sais, notre battement de cœur, 365 jours, 24 heures, marcher. Puis il y a beaucoup de ces éléments-là dans la création, la réalisation, que c'est beaucoup une question de rythmique. Donc, en termes d'outils directs, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Comme par exemple, si tu es en jeu vidéo, ben, c'est bon de savoir
être dans les engins, les naviguer, faire Dans du les Photoshop, engins? les engins, les moteurs de jeu. Ah, d'accord, ok. Engines, ouais, excusez-moi, je pense pas ça. Oui, t'as Les francisé, engins, ouais, exactement. engine. Engines, yeah. Le moteur. Les moteurs de jeu, pardonnez-moi. Donc, c'est bien de savoir quand un nouveau jeu commence, comment aller dans cet engin-là, ce moteur de jeu, d'aller dans le moteur de jeu, puis être pas le meilleur, mais être compétent, pouvoir comprendre comment ça fonctionne, connaître Photoshop pour, je dois exprimer une idée vite, regarde, j'ai différentes références, comment je peux vite les monter ensemble pour montrer le mood que je veux avoir. Utiliser des logiciels comme Final Draft pour pouvoir vite vite sortir des idées de script des fois parce que, regarde, on a tourné quelque chose aujourd'hui, puis demain on tourne ça, puis parce que certaines takes que j'ai faites aujourd'hui, ça va influencer le reste, je vais être capable de pouvoir changer un petit peu la ligne narrative pour concorder avec ce que j'ai envie de faire. Donc, outils physiques, c'est peu. Software, c'est qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour le projet. Puis après ça, comme je te dis, ton outil, ça te dit quoi? C'est peu software? C'est pas très logiciel? C'est plus logiciel, c'est plus du logiciel, comme je te dirais souvent, dans mon cas, que d'avoir la caméra sur l'épaule. C'est comme par exemple, à l'époque, j'ai fait du Steadicam. J'avais une Steadicam à l'époque. J'ai eu mes caméras professionnelles pour pouvoir faire mes trucs. Mais c'était vraiment juste pour assouvir mes besoins et couper dans les budgets. Alors, tu sais, c'est pas parce que je voulais être directeur photo de quoi de genre. Donc, ton outil premier, c'est vraiment ta tête. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que c'est souvent le DOP qui serait derrière la caméra. Ça dépend de la grosseur de ton plateau. Tu vois ce que je veux dire? Dépendamment, si tu travailles sur un film, comme par exemple quand je faisais de l'indépendant, tu vas avoir peut-être... tu vas avoir ton DP, tu vas avoir ton premier assistant caméra, tu vas avoir un deuxième assistant caméra. Si tu as le budget, tu vas t'en chercher un troisième. Souvent, le DP va être cadreur aussi en soi. Quand tu augmentes dans les budgets ou dans le nombre de caméras, des fois, quand tu shootes à 2 caméras, tu vas avoir des cadreurs, les premiers assistants pour faire le focus pulling, s'occuper de la caméra, les deuxièmes pour pouvoir manager les éléments. Ça dépend aussi de la grosseur du projet. Quand je faisais du vidéoclip, t'as un premier assistant, puis t'as ton DP, puis let's go guys, on y va, on shoot ça. Puis il y a aussi des DP qui vont vouloir tenir la caméra. On oublie souvent qu'un directeur de photographie, je pense même les termes en anglais, je les préfère des fois parce que tu as un film director, mais tu as un director of photography. Donc, c'est plein de directeurs ensemble qui s'allient sur une idée puis qui vont vers l'avant ensemble. Donc, moi-même, certains projets, ça m'est arrivé de faire non, mais je sais le shot que je veux puis de prendre la caméra parce que le DOP va être comme, si tu sais qu'est-ce que tu veux, tu connais le mouvement que tu veux, vas-y. Des fois, tu as ta vision, puis c'est la meilleure façon de l'accomplir, c'est de la prendre directement sur toi. Et tout ça dépend de ton équipe, dépend de ton budget, dépend des délais que tu as pour tourner aussi. Ce qu'on voit souvent dans les making-of, les réalisateurs derrière la caméra, il y a ce mythe un peu du « c'est un visionnaire, avec sa caméra, il est capable de faire tout », mais en fait, comme tu le dis depuis tout à l'heure, c'est plein de gens. Et en plus, j'ai l'impression que c'est plus un métier de gestion, finalement, tu es plus à côté à tout encadrer le plus possible que d'être derrière la cam et de cadrer bêtement, j'exagère, mais voilà, que de juste cadrer, alors je dis juste avec des énormes guillemets avec mes doigts, je sais que oui, on les voit nous, métier. On le jure. C'est un très gros métier. Il y en a 4, puis ils font des parenthèses, tout le monde. C'est vrai que savoir composer une image et tout, c'est important, mais du coup, effectivement, quand tu es réalisateur, tu as plus une vision d'ensemble que d'être juste derrière l'œilleton. Alors toi, d'ailleurs, c'est vrai ça. Ton but au final en tant que réalisateur, ça va être quoi? De rentrer dans la scope qui est prévue au niveau budget ou tu te positionnes où là-dessus? Ça dépend qu'est-ce que tu fais. T'sais, mettons, c'est un film c'est mon film. Comme je pense que tous les réalisateurs en bout de ligne veulent faire leur film. Moi, j'ai fait un film il y a des années qui n'était pas totalement le mien, qui était écrit par quelqu'un d'autre, donc il y avait à rentrer dans le scope ou de quoi de genre. Là, je parle vraiment en tant que réalisation un long métrage. Donc oui, tu dois rentrer dans un scope. Si c'est toi qui as écrit le projet, puis c'est vraiment, tu as une vision beaucoup plus claire ou un pouvoir pour, dans le fond, faire ton film, là, c'est un peu différent. Si on me dit, regarde, tu fais un vidéoclip, il est 30 000 $, le vidéoclip, tu as 2 jours de tournage, tu vas y rentrer dans les 2 jours de tournage. Pourquoi tu as 30 000 $, tu as des gens à payer, tu as un temps où ça doit sortir. Donc, ça dépend vraiment du budget. Est-ce que tu fais de la pub? Est-ce que c'est une pub sur 2 jours? Si c'est une pub pour 2 jours, les clients ils paient combien? Est-ce qu'il y a du VFX après? Est-ce qu'il y a du 3D après? Ce 3D-là, il rentre comment dans le pipeline? Fait que dans la réalité
des faits, très peu de réalisateurs ont la chance, par exemple, comme Kubrick, de pouvoir monopoliser un studio comme quand il faisait Shining, puis faire « Ah, je m'en fous tout le monde, moi je reste tant que je veux ». La plupart, je pense, dans la réalité, moi, dans laquelle je suis très loin de ce niveau-là, mais automatiquement, oui, il va falloir que tu rentres dans le budget, il va falloir que tu rentres dans le scope. La réalité, c'est que, tu sais, on va tout le temps se dire « Well, a shot is better than no shot ». Avoir quelque chose aujourd'hui, ben, c'est mieux que rien avoir, puis on va quand même pouvoir modifier des éléments par la suite. Mais il faut quand même que du coup, tu le gardes en tête, quoi, ce budget. C'est pas que le producteur qui s'occupe de l'argent. Toi, il faut quand même que tu sois un petit peu les pieds sur terre et que... Comment ça se passe quand tu as vraiment un envie d'un plan, tu sais que ça va coûter beaucoup trop cher, mais que il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est le money shot, tu vois, par exemple. Et qu'en fait, le budget ne le permet pas. Comment ça se passe, ça, cette négociation Ma philosophie là-dessus, c'est que tu vas te battre aussi loin qu'ils vont te laisser le faire. Je te donne un exemple. C'est pas à moi de penser au budget. Ils me diront quand m'arrêter. Voilà, cool. Ceci dit, c'est qu'à un moment donné, ils vont m'arrêter. Et c'est bien de le savoir. Il ne faut pas non plus se bloquer. Exactement. Moi, j'ai pas le niveau de faire « Ah, tu m'arrêtes, OK, je fous le feu au studio, puis non, tu sais. » Mais la réalité, c'est qu'en tant que réalisateur, c'est pas ma job. Moi, ma job, c'est d'emmener la vision le plus loin que je peux, le mieux que je peux, puis aller captiver l'audience. C'est ça en bout de ligne. Le producteur, lui, il peut penser à l'argent, il peut penser à combien ça coûte sur l'équipe. Moi, en bout de ligne, c'est pas que je m'en fous. C'est sa job à lui de m'arrêter. Tu sais, c'est un petit peu un jeu de chase. Comme, tu veux-tu l'avoir? Puis non, ça va-tu être correct au niveau budget? Ouais, ça va être correct. Mais gars, c'est pas moi qui m'occupe de cet argent-là en bout de ligne. C'est pas moi qui m'occupe des gens en arrière non plus qui mettent de l'argent dedans. C'est pas ma job. Ma job, c'est d'emmener la vision le plus loin que je peux pour captiver les gens. C'est vraiment ça en bout de ligne. Faire vivre aux gens une émotion par rapport à une situation fictive, si on pense au cinéma de fiction. Et sinon, c'est du documentaire, conter l'histoire des gens du meilleur œil que je peux offrir à cette histoire-là. Bien sûr. C'est très cool. Tout à l'heure, tu parlais de optique, par exemple. Là, c'est mon côté technique qui ressort. Je me suis posé la question, dans le jeu vidéo, au niveau des engines, des moteurs de jeu, tu as vraiment un full control presque physique que tu peux avoir au niveau caméra? Ça dépend vraiment. Tu sais, maintenant, avec tout ce qui est les virtual cam, les caméras qui te permettent de plus en plus en tant que réalisateur de tenir un moniteur puis d'être capable de voir dans l'engin qu'est-ce que tu fais, pour après ça prendre tes shots toi-même, réduire ou augmenter la vitesse du playback en fonction des animations que tu es en train de voir. Tu peux. La réalité, c'est que dans le jeu, on parle de pipes et d'équipes qui sont souvent très grandes. C'est pour les studios indépendants, c'est autre chose. Mais moi, les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, c'est souvent des grosses équipes. Donc, c'est encore plus important là de voir la capacité de ton équipe, voir qu'est-ce qui est possible, puis accepter que plusieurs gens vont travailler sur des scènes différentes, puis essayer d'uniformiser, dans le fond, ce look-là global que les gens vont aller mettre. C'est sûr que quand tu arrives en jeu vidéo, au début, il faut vraiment que tu changes un peu ton idée, par exemple, aux optiques. Tu sais, moi, les premières fois, j'étais comme... Yo, je veux un 50 avec telle ouverture, ce genre de choses, et puis tu... Ouais, tu peux faker des trucs. Tu sais, tu peux faker des trucs, mais quand c'est pas de la CG, tu sais, comment je peux dire? Des fois, tu dirais, OK, je veux vraiment que ça aille, je sais pas, le fil d'une koa anamorphique, genre tel look. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu fais, non, ils vont te dire, non, Joseph, c'est un engin de jeu, OK? On peut te mettre une 50 mm, ça fake ce qu'une 50 mm est, mais tu n'auras pas nécessairement ce genre de bokeh-là dans l'image. Tu n'auras pas ce genre nécessairement là, de feel. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense qu'en tant que réalisateur non plus, il ne faut pas tomber dans... Comment je pourrais dire? Faut pas tomber dans cette espèce de panneau-là que ces éléments techniques-là sont nécessairement qu'est-ce qui compte ton histoire. Tu sais, je pense que c'est pas... On a vu... Un de ceux qui m'a toujours fasciné quand j'étais jeune, c'était Robert Rodriguez quand il a fait El Mariachi avec 7000$, une 16 mm au Mexique, dans un petit village. Est-ce que c'est le plus grand film de l'histoire de l'humanité? Non, mais combien sont capables de dire j'avais une vision pour rallier du monde qui ne sont pas acteurs, des gens qui ne sont pas stunt, faire un film pour 7000$? Et c'est pas limité avec la technique. Puis justement, à notre époque, qu'est-ce qui est encore plus un peu déplorable, c'est qu'il y a tellement d'outils techniques, puis tout le monde veut comme le dernier cri du dernier truc, pensant que c'est ça qui va faire leur film. RAID, je veux 5 RAID. Je veux 5 RAID de 8K, genre avec des ISO pas possibles, qui voient dans le noir, puis comme...
is it really what you need pour ton film? Ou tu serais capable de le faire d'une autre façon? Tu sais, je regardais juste dernièrement, c'était, je pense, dans ABC of Dead, genre. Tu sais, c'est juste un amalgame de, comment je peux dire, une anthologie de courts-métrages où ils donnent au réalisateur une lettre. Mettons, je te donne A, puis eux, ils doivent faire un film d'horreur avec A. Ouais. Toi, je te donne B, BB. Tu dois faire un film d'horreur avec B. Puis je voyais un truc tourner, man, genre avec du 8 mm qui était juste tellement bien monté, noir et blanc. L'idée était totalement goofy, puis t'es comme, it works. Il y aurait eu plus de budget, puis il aurait commencé à faire des trucs. Non, ça serait pas ça serait pas ce film-là. Puis je pense que c'est ça le danger des fois. C'est de tomber dans... Puis surtout pour les jeunes. Tu sais, t'imaginer, j'ai besoin de tous ces trucs-là, dernier cri. Avec ton iPhone à notre époque, tu peux faire des films. C'est fucking débile, là. On a un rappeur en France qui disait, Orelsan, si t'as envie de filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Voilà. Ouais, tu peux faire de la musique, tu peux faire maintenant, je sais pas, ton iPhone, man, t'as GarageBand que tu peux produire de la musique dedans. OK, là, je te dis pas que tu vas avoir la qualité Hollywood, là, mais si tu regardes des festivals comme Slamdam Festival ou genre Sundance Festival, moins maintenant, mais t'as plein de trucs vraiment cool qui sortent à chaque année, qui sont faits avec passion. On compte une histoire avant tout. Puis je pense qu'en tant que réalisateur, il faut tout le temps comme te rappeler, si j'avais à compter ça sur le bord d'un feu, avec rien, est-ce que ça serait captivant? Ben peut-être si ton histoire n'est pas assez captivante pour être contée sur le bord d'un feu, il n'y a pas une Red qui va la rendre captivante. Là. Ouais. Bah, tu peux quand même rattraper des choses avec de la mise en scène. Totalement. Mais pas avec du matériel, en tout cas. C'est ça que tu veux dire. Pas forcément. Des fois, tu as besoin du matériel. Oui. Il ne faut pas non plus... Il faut une bonne lumière, c'est important, un bon son. Exactement, une bonne lumière. Mais tu sais, des fois, une bonne lumière, c'est juste choisir la bonne fenêtre avec la bonne heure de la journée, puis mettre ton acteur comme il faut devant pour avoir un beau negative feel, puis juste avoir un autre petit kicker à côté, puis... Mais ça dépend qu'est-ce que tu comptes comme histoire. Tu sais, si tu me dis, je veux faire le prochain Dune de Denis Villeneuve, ben oui, va pas le faire avec ton iPhone. Tu sais, je pense que ça marchera. Ça va, it's not gonna cut it. Ou je veux l'avoir dans les cinémas. OK, c'est quelque chose d'un peu différent. Mais même dans les dernières années, on a vu des films qui sont arrivés dans les cinémas. Puis que... Oui, comme tous ces films aussi qui viennent comme Rec ou Paranormal Activity ou tout ça, ces petits films qui d'un coup, tu sais pas pourquoi enfin si tu sais pourquoi, c'est que c'est quand même bien foutu, mais c'est des tout petits budgets, ils ont pas de caméra de fou et ils arrivent très bien à aller même jusqu'au cinéma, quoi. C'est quoi ton histoire? Tu sais, je me rappelle, j'étais allé voir Hardcore Henry. Hardcore Henry, OK. Ça donne mal à la tête, là, fait qu'allez pas nécessairement voir ce film-là, mais ça avait commencé en concept sur YouTube où il avait mis, dans le fond, c'était des point of view, comme des first-person shooters, mais films. Fait que c'était une caméra sur un stuntman. Et c'est des énormes scènes d'action totalement débiles. C'est juste ça. Attends-toi pas, genre, ce film-là va changer ma philosophie existentielle. Non, c'est du monde, il se pète la gueule. Mais quand t'arrives, tu fais un film de même qui est un POV, tu peux pas te dire, je veux la dernière Red, parce que non, ça va pas aller sur ton acteur. Mais si ça marche, si tu vas chercher, tu devrais toujours aller chercher les outils qui fonctionnent pour l'histoire que tu comptes. Si ton histoire est une histoire très down to earth, puis tu veux que ça feel vrai, puis plus véridique, les documentaires font des très beaux documentaires en n'ayant pas vraiment de lumière qui traîne autour d'eux avec des kits de son qui sont beaucoup plus simples. C'est laquelle la réalisatrice qui a fait, pourquoi son nom, ça ne me revient pas, The Eternal, c'est une Asiatique. Ah oui. Elle fait des films hallucinants. Puis là, c'est comme je vous enverrai les liens passés. Puis elle, là, elle va aller chercher des acteurs qui ne sont pas acteurs. Elle va aller chercher des gens. Un de ces derniers, c'est un gars qui est vrai, comment on appelle ça? Un gars qui fait du rodéo. Un vrai gars qui fait du rodéo puis qui s'est blessé, me semble, en faisant du rodéo. Et elle fait un film de fiction, mais que les gens à l'écran, c'est des vraies personnes. OK. Puis a réussi à donner un message qui est hallucinant. Puis c'est pas au travers de la technique. En bout de ligne, on est des humains. On veut connecter avec des émotions. Puis on le voit même dans les films à gros déploiement. On veut que Captain America ait une histoire émotionnelle que je peux me rattacher. C'est le petit gars qui veut aller à la guerre parce qu'il a un bon cœur puis il veut servir à la guerre. Tu sais, si tu faisais juste, c'est juste un super-héros puis il casse des gueules, tu pourrais avoir toute la technique du monde. Ça va pas nécessairement gagner sur l'émotion des spectateurs en bout de ligne. Non, je n'ai rien à rajouter. Bibi, tu peux enchaîner. Moi, j'ai pas de... Je trouve ça très beau. C'est effectivement, moi, c'est comme ça aussi que je vois la chose, clairement. Bah ouais, ça calme. C'est très beau. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça te coupe les mots. Tu as envie de dire, bah oui. Bah oui. Bah, c'est vrai que je pense, moi, à Woodkid, je crois.
qui avait fait un réalisateur français, musicien, tout ça, qui a fait, je pense qu'on le mettra dans les notes de l'émission aussi, qui parlait justement de à quel point la contrainte pouvait être aussi moteur créatif pour pouvoir faire ton travail de réalisateur, quoi. Mais c'est vrai que ça fait pas mal écho à tout ça et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, toi, je rebondis sur la question du coup. Tu parlais beaucoup d'écriture. Tu écris aussi. Tu es engagé pour écrire. Ton rôle de réalisateur, il vient avec l'écriture. Maintenant, je suis moins engagé pour écrire parce que présentement, le métier que j'ai, tu as des scriptwriters, mais tu vas toujours conseiller un peu à l'écriture. Tu peux un peu modifier comme ça, faire tes... Présentement, ça dépend vraiment des projets, mais par exemple, si tu te fais donner un projet de film entre les mains comme réalisateur, oui, tu vas vraiment avoir un droit de regard sur l'écriture. Moi, tu sais, je suis pas dans le cas où je fais des gros Marvel ou des trucs qui sont des produits, tu sais, comme un truc Disney où ça devient plus serré, mais tu as toujours le droit à ta discussion sur l'écriture. J'irais même aussi loin qu'un bon réalisateur donne un droit d'écriture du dialogue à tes acteurs. Mm-hmm. Tu sais, quand tu commences à bloquer ta scène avec les acteurs, puis là, ta pratique, puis là, ils commencent à dire des trucs, puis tu te rends compte, non, c'est pas exactement ça. Ça sonne pas bien, oui. Ouais, tu sais, il n'y a rien de plus fou en tant que réalisateur d'arriver à faire « Hey man, j'ai tout ce que j'ai besoin, moi. » Dire à ton acteur, t'en veux-tu une? Qu'est-ce que tu ferais que j'ai pas fait puis que j'ai pas pensé? Puis des fois, la réalisation, c'est ça, c'est avoir juste choisi exactement la bonne personne puis qui te donne quelque chose que t'es comme « Holy shit! » Mm-hmm. J'aurais pas pensé à ça parce que ton acteur, il vit le personnage. C'est ça que je veux dire, c'est que tu as tellement d'intervenants qui deviennent à vraiment comprendre le langage. Si tu as bien communiqué, ils viennent à comprendre le langage de qu'est-ce que tu veux. Tu sais, quand tu fais du cinéma, par exemple, man, je sais pas, 60-65% de ta job de réalisateur, c'est choisir les bons acteurs. Mm-hmm. Choisir le bon DP, choisir le bon directeur artistique, choisir le bon monteur, choisir les bons lieux de tournage avec eux autres. C'est principalement ça. Après ça, là, c'est un scénario solide, man. Things just happen. Tu vois la magie se produire? Ça doit être fascinant, ça. C'est débile. C'est absolument fou, je te jure. C'est des moments comme mémorables, des fois, de juste faire « Fuck yeah, man, j'ai choisi ces gens-là qui sont tellement des... » Ça marche tellement bien. Ouais, des personnes qui sont tellement bonnes à qu'est-ce qu'ils font que on n'aurait pas pu y arriver en n'ayant pas choisi ces intervenants-là. Tu sais, même en mocap, tu sais, des fois, tu arrives avec un scénario, puis tu as ta scène, puis OK, ben c'est ça que la prod a veut. Puis là, tu le mets à jouer avec les acteurs, puis il y a des trucs que tu découvres. Là. C'est plus le storyboard, c'est plus ça. Puis ça dépend vraiment des projets. Est-ce que tu as un projet full mocap où là, c'est tout le jeu d'acteur, tu le veux pratiquement complet dans le mocap, ou est-ce que c'est un jeu où que ça va être super snappy, puis c'est fait beaucoup plus keyframe? Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu crées comme produit. Là. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de live action, mais c'est la grosse différence avec le jeu vidéo, je pense, et même l'animation. C'est que là, tu choisis pas vraiment tes acteurs. Ils sont modélisés, ils sont déjà là, et il faut que tu composes avec ce que tout le département créatif a fourni, quoi. Et c'est là où ça doit être très différent. Tu peux un peu moins, justement, je pense, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais tu peux un peu moins te reposer, entre guillemets, mais te dire que bah, là, l'acteur, il va te sortir quelque chose. Alors, le doubleur, peut-être, mais je pense, là, par exemple, sur le jeu sur lequel on est en train de travailler, il y a forcément des moments où tu es là, bon, bah, mon personnage, c'est ça, quoi. Et justement, tu dois diriger, là, des animateurs, c'est tes acteurs, en fait, un peu. Totalement. Mais ça dépend, tu sais. Pour le jeu sur lequel on travaille, parce que moi et Steve, on travaille sur le même jeu en même temps. Oui. C'est comme, non, c'est Néo, hein, c'est ça? Oui. Néo. Excusez-moi, vous n'avez rien entendu. Non, c'est correct. Attends, on va recommencer, vous le couperez, cette voiture, OK? Et vous l'avez là. Fait que moi et Néo, présentement, on travaille sur le même jeu. Puis ça, c'est un cas particulier, justement, où, oui, on peut aider comme consultant sur certains éléments qu'on veut. On peut, comment je pourrais dire, challenge certaines lignes de dialogue, des fois des éléments pour améliorer, mais c'est un énorme pipeline. Il y a plein de gens qui ont collaboré là-dedans. Donc, automatiquement, ben, toi, tu vas créer avec les éléments que tu as. Puis comme tu disais tantôt, Bibi, ben, ouais, tu deals avec les contraintes, puis il n'y a rien de mauvais à dealer avec les contraintes. Même des fois, ça te donne des idées créatives que tu n'aurais pas pensé parce que d'autres gens ont créé des trucs cool. Par contre, si on fait un jeu, comme des jeux précédents que j'ai fait qui sont full mocap, oui, on va caster les acteurs. On va pas avoir le modèle à la fin. Et pas quelque chose, nous, qu'on va totalement choisir. Des fois, on va concilier, on va dire, ça pourrait être cool. 3/4 du temps, jamais. Même, je dirais 90%. Mais dans la réalité des faits,
on va aller choisir avec l'équipe ces acteurs-là, qu'on veut ces voix-là, puis qui bougent de cette façon-là. Et ça transparaît quand même dans le mock-up. Puis quand tu as ça qui transparaît avec les animateurs par-dessus qui rajoutent leurs pattes puis qui rajoutent leur style, ben c'est ça qui donne l'effet super intéressant des jeux vidéo. Tu sais, je reviens maintenant à God of War. Ben God of War, c'est Chris Judge, son nom? Oui. L'acteur qui fait la voix? C'est ça, Oui, Chris? Vraiment pas du tout le même gabarit. Non. C'est un monsieur costaud, mais c'est vraiment ce grand black bien à l'armoire à glace, tu vois, Oui. qui est assez éloigné quand même de Kratos. Mais si tu te dis, souvent c'est pas lui. Souvent c'est Rick Jacobus. C'est le stuntman qui fait les stunts. C'est vrai? Ben oui, bien sûr. D'accord. Tu sais, c'est même là, c'est une combinaison. Puis même si on va, Captain America, quelle quantité il fait vraiment dans les scènes de combat? Est-ce qu'il fait c'est juste... plus connu déjà. Mais c'est ça, je veux dire. Donc, même les films, un personnage dans un film d'action, disons, c'est la collaboration de plein de personnes. C'est vrai. C'est le costume qu'ils ont décidé de faire, au costume en lien avec la direction artistique. C'est le stunt qui s'est entraîné avec l'acteur pour que les deux, ça stitch bien ensemble, puis il y a des beaux mouvements qui vont ensemble. C'est quel angle le DOP a décidé de mettre là-dessus. Tu sais, c'est comme le fameux « Hasta la vista, baby ». Est-ce qu'il appartient à Arnold Schwarzenegger? Est-ce qu'il appartient au writer? Ou il appartient aux deux? Mm-hmm. That's what a character is. Il se l'est approprié, en fait, finalement. Où il a réussi, c'est le personnage. Et le personnage, une histoire, au cinéma ou en jeu, c'est la collaboration créative de plein de gens ensemble. Fait que le métier de réalisation comme tel, c'est ça. C'est vraiment faire une espèce d'effet tunnel pour que tout le monde arrive à la même porte à la fin. Puis qu'une fois que tu ouvres la porte, là, puis le spectateur il regarde par la fenêtre, ben c'est au travers de la même fenêtre qu'il regarde. Mais tout ce tunnel-là, tous les murs, tout le plancher, tout le plafond qui a mené à ce tunnel-là pour ouvrir la porte puis montrer ça au spectateur, well, c'est toute l'équipe qui crée ça en réalité. Donc pour toi, tu pourrais voir quelqu'un qui vient du live aller dans le jeu vidéo ou inversement. Je parle d'un réalisateur. Hein. Totalement. C'est le même métier avec différentes contraintes. Mais c'est le même métier quand même. Je crois qu'en bout de ligne, c'est compter des histoires. Mm-hmm. C'est sûr qu'il va falloir que tu t'habitues aux contraintes, tu t'adaptes aux contraintes, mais maintenant avec Unreal Engine et des trucs comme ça, tu vois de plus en plus de réalisateurs qui viennent de l'univers du cinéma, mais ils commencent à découvrir les engins, ben là, ils veulent faire ça en real time, fait que là, ils ont des équipes de jeux qui rentrent, il faut qu'ils se forment dans cette idée-là. Guillermo del Toro ou je ne sais pas s'il l'a déjà fait, mais il va probablement mettre la même année dans du jeu vidéo. Je serais pas surpris que... C'est plus s'il a fait du jeu, ouais. Alors, il en a fait un partenariat avec Hideo Kojima sur Silent Hill, il me semble. C'est possible, puis, il est acteur à l'intérieur du jeu Death Stranding de Hideo Kojima, mais je crois pas qu'il ait participé à la réalisation directe du jeu Death Stranding. Non, mais il doit clairement avoir fait you know, Hideo, ça serait cool. Oh, that's a good idea. Ça, oui. Ça, oui. Tu sais, je pense qu'en tant que réalisateur, faut que tu aies cette espèce de côté-là réceptif d'écouter les idées et sélectionner les idées. Tu sais, vraiment, il n'y a rien de pire qu'un... Moi, j'ai déjà travaillé avec des réalisateurs. Non, mais c'est ça ma vision. Puis c'est le même, je le vois, puis comme... Puis des fois, surtout quand j'étais premier assistant, tu fais comme, oh, toi, tu passes à côté d'idées qui sont vraiment merveilleuses. Tu le vois. Ouais, parce que leur ego est arrivé puis a fait comme, non, mais c'est mon idée. Ta job de réalisateur, c'est prendre les idées de tout le monde, les sélectionner puis faire qu'est-ce qui crée l'idée la plus convaincante pour le public. Puis je pense que les bons réalisateurs, c'est là. Pardon, vas-y. Non, vas-y. C'est compliqué des fois, justement, t'as plusieurs choix et tu sens que celui-là, il est pas forcément... c'est pas forcément le bon choix et en même temps, toi, t'arrives pas de toute façon à faire... le shot que tu as envie de faire, ce moment-là où d'un coup tu dis mince, il y a bien une bonne idée quand même là-dedans, c'est pas possible. Est-ce que ça t'est arrivé des fois de te dire est-ce que je dois m'arrêter 2 secondes, prendre 1 heure ou 2, me dire attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas bien compris ou j'ai pas vu ou tu vois, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, je comprends ce que tu veux dire, certainement. Des fois tu t'arrêtes puis tu sais, je pense qu'en tant que réalisateur, des fois c'est correct de faire je sais pas. Je sais pas, laisse-moi y penser. J'y pense. Je vais penser la soirée dessus. Bon, pas quand tu es dans une journée de tournage puis que tu l'ailles, ou on l'essaye. Si on l'a, on va voir ce que ça donne. Ah, ben c'est pas exactement ça, mais hey, ça fait naître cette idée-là. Allons un peu plus là. Puis, à un moment donné, tu le trouves. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le procédé de répétition.
Tu sais, tu trouves beaucoup d'éléments là-dedans, tu découvres des acteurs, tu trouves des choses que tu n'aurais pas nécessairement pensé tout seul. Tu découvres ton équipe aussi. Découvres ton équipe, puis il n'y a rien comme essayer. Tu sais, si tu penses à des réalisateurs comme David Fincher, man, il va te faire un nombre de takes hallucinant parce que tu sais que pendant ces takes-là, il découvre des nouvelles choses, ça donne des nouvelles idées, puis ça donne un nouveau ton, puis oh, finalement, cette line-là ne veut plus dire la même chose. Mais si on s'essayait une version comme ça, puis après, ton devoir, c'est d'avoir ces options-là et sélectionner. La même affaire que quand des idées te sont lancées. Fait que tu crées des idées, puis après ça, tu sélectionnes, puis au montage, tu décides qu'est-ce qui fonctionne ensemble. Puis des fois, là, tu vas tourner une scène complète, tu vas passer 2 jours à faire une scène, puis là, tu la mets dans le film, tu sais, well, ça brise le flow. Là, tu l'as tourné dans la scène, ça brise le flow. Des fois, tu as ton film, tu sais, il manque une scène. Ben, il faudrait tourner une scène comme ça. Dans le jeu aussi, ça t'arrive, ça? Oui, dans le jeu, ça nous est arrivé des fois de juste faire il manque un beat, il manque quelque chose, ou modifier l'intro d'une scène, parce que là, dans le jeu, dans le gameplay, tel élément a changé. Ben là, il faut le prendre en compte. T'sais, on fait pas non, mais regarde la scène, c'est le même qu'on l'a écrit, puis too bad. Ouais, mais le personnage, il est mort. Non, il va être dans ma scène. Même s'il est mort, j'en ai rien à foutre. Fait que oui, automatiquement, t'as pas le choix de t'adapter. Même en jeu vidéo, c'est pas rare, justement, qu'il faut revoir certains éléments, puisque ça évolue énormément, puis penser qu'un jeu vidéo couvre beaucoup d'heures. C'est pas comme faire un film de 2 heures ou un film d'1 heure et demie. Là. Puis ces jeux-là évoluent justement à cause de plein d'intervenants qui vont dedans. Fait qu'automatiquement, il faut que tu aies l'esprit vif, puis l'esprit ouvert au changement, puis vite pouvoir faire les bons changements, puis les faire fonctionner dans l'histoire. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, tu disais un truc, itérer, répétition et tout, c'est quand t'as le temps, mais quand t'as pas le temps, comment tu tranches, toi? Comment... Des fois, ça peut être de totalement couper des moments. Ouais. Des fois, c'est mieux d'avoir des moments qui sont pas là que d'avoir des moments qui sont confus ou qui amènent des questions chez le spectateur. Et des fois, ben, il faut juste faire « This is what it's gonna be ». Surtout dans l'industrie du jeu vidéo, on travaille avec des deadlines serrés, on travaille avec des budgets, on travaille avec des humains aussi. Ce qui veut dire que des fois, c'est juste, ben, c'est sur ça qu'on s'est entendu, puis c'est ça qu'on va faire fonctionner. Puis la réalité, c'est que, tu sais, moi, en jeu vidéo, j'ai une philosophie un peu 80-20. 80 doit être exactement ce qu'on veut. Un 10% doit être un petit peu good, puis un autre 10% qu'on est comme, yeah, fair enough. Ouais. Tu sais, puis je pense que si tu y vas comme ça, tout va pas être égal, puis c'est correct en soi. Puis je pense que justement, qu'est-ce qui fait un 90+, c'est quand là, c'est 90-10, puis quand 95+, ben c'est 95-5. Pour ceux qui connaissent pas, effectivement, on parle en jeu vidéo, on parle de notes métacritiques qui sont un peu l'étalon du jeu vidéo, et avoir 80, c'est des notes sur 100, donc 80, 85, 90, 95, et souvent aller à 80, c'est pas trop dur. Par contre, gratter les 5, 10, 15 derniers points, c'est un peu bête dit comme ça, on a l'impression que c'est des chiffres, voilà, mais c'est une réalité aussi quand même de bon bah le jeu a été poussé à une certaine qualité. Donc quand tu dis ça, voilà, c'est juste pour rappeler le truc pour ceux qui connaissent pas. Moi je connaissais pas, je suis bien content que tu l'aies dit. Tu vas souvent entendre de la production dire ça, on veut notre 90+. Ok, d'accord, c'est cool. Puis tu sais, comme tu dis, le 80, c'est pas quelque chose d'hyper difficile à aller chercher. Tout le monde, tu sais, le Saint Graal, c'est genre 95+. Si tu fais un 95+, genre, tu peux le dire à ta femme pendant 2 ans, puis elle a rien le droit de dire, genre. Au bout de 2 ans, elle doit te dire, ok, tu te calmes avec ton 95+. C'est masterpiece, quoi. Ouais, tu sais, c'est pas grave. Pas beaucoup, ouais. Il y en a pas beaucoup, tu sais. Puis il y a beaucoup d'indie qui atteignent ces notes-là. Ben, je pense même que les jeux indépendants. Ah oui, les indie, d'accord, ouais. Les indépendants. Parce que souvent, c'est des tout petites équipes. Puis, hey, c'est tellement facile de conserver une vision avec une petite équipe. Tu sais, t'es 10 dans un studio, là. T'as pas à faire un email de comme, OK, tout le monde, là, la vision a changé sur le personnage. Puis tout, tu te lèves. OK, tout le monde, meeting live. OK, sur le board, c'est ça qu'on va faire. Puis c'est facile d'allier tout le monde sur le même point, la même vision. Pour les plus gros studios aussi, tu sais, je ne mentirais pas, en jeu vidéo, il y a beaucoup de nos joueurs qui sont durs avec les jeux. Tu sais, les jeux, c'est particulièrement une industrie où les gens entendent leurs jeux, puis c'est presque comme si tu leur devais quelque chose des fois. Des fois même, ça peut être assez... ça peut être assez violent, les joueurs, par rapport à un jeu. Tu sais, moi, je suis jamais allé en ligne pour... comment je pourrais dire? Je peux te dire le mot « chier ». Oui, bien sûr. Pour chier
sur un jeu. J'en vois aucunement l'intérêt, mais c'est quand même un public qui Parce qu'il demande beaucoup. Il y a un prix aussi. Hein. Acheter un jeu, ça coûte cher. Donc, ouais, mais tu sais, t'es-tu déjà allé au cinéma? Cinéma, tu y vas pour deux. Disons que c'est 15 par personne, sûr. 30 Ouais, Tu viens d'acheter un popcorn, le popcorn est 20 Ah, mais oui. Tu as eu un divertissement de Bien 2 sûr. heures. C'est ça, ouais. Le jeu, Plus c'est ton combien ticket de de temps, métro. ouais. Un jeu, man, tu peux avoir 150 heures sur 89 canadiens. C'est quand Mais même... je pense que mentalement, c'est ce qui fait ce truc. C'est que tu as quand même Oui, l'impression bien d'avoir sûr, ouais. lâché un gros billet d'un coup et ça t'engage Le droit d'entrée, le humainement. droit d'entrée coûte cher, quoi. Ouais, donc humainement, Un peu tu as ce plus- réflexe un peu de dire bon, Ouais. pour 10 euros, un film de merde, ok. Pour 50 euros, et c'est injuste, hein, je trouve, Mhm. comme vous venez de dire, mais je pense que c'est en grande partie aussi pour ça que les gens sont un peu virulents là-dessus. Ouais, mais bon, c'est vrai que, bon, bref. Ouais. On va pas les... Des fois, on voilà. s'entend qu'il tombe tout le temps en rabais quelques mois plus tard, là, si tu veux le jouer direct. Pour moi, c'est un peu l'argument. Je suis allé le voir au cinéma où je l'ai vu à la télévision 2 ans plus tard. Tu sais, fait que je me dis, si vraiment le prix d'entrée, qu'est-ce qui fait serrer les dents? Attends un petit peu, il y en a plein des jeux. Là, Ouais, ça va il venir, ne ouais. va pas disparaître Mm. dans un an, ce Oh, jeu-là. bah, j'ai aucune honte à le dire, et il y a beaucoup de jeux où moi, je sais que, ah ouais, celui-là, je le garde à l'œil, mais peut-être pour plus tard. Ou Ah, des choses totalement. comme ça. Mhm. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes ou des jeux où je sais un stand-by, quoi. Ça va être bien, je vais passer un bon moment et puis on y va, quoi. Mais c'est clair que c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu disais que sur les indies, sur les jeux indies, tu peux avoir une vision plus globale. Moi, j'ai du mal à me rendre compte comment, en tant que réalisateur, tu sais, tout début, tu disais, il y a un rythme à garder, il y a une musicalité, un truc comme ça. Comment tu peux garder sur des gros projets comme ça, justement, une vision, ou enfin, pas une vision, mais garder en tête le rythme global du truc, Ouais. alors que vous êtes sur du macro, souvent sur de la shot à travailler, Qui se mélange avec du gameplay en plus. qui se mélange avec du Il y a un gameplay. autre rythme. Ouais, ça, tu fais vraiment confiance à beaucoup d'interventions. Tu sais, Ouais. la réalité en jeu vidéo, en tant que réalisateur cinématique, ton scope est beaucoup plus petit que, par exemple, un scope de gameplay. Fait que tu t'attends que les gens, le creative director, les game directors ont fait leur devoir de bien savoir où leur cinématique se place, bien savoir la rythmique qu'ils cherchent. Tu deviens, comment je peux dire, dans ce cadre-là, eux deviennent les gens communicateurs qui te donnent l'info et tu deviens le communicateur à leur équipe. Mhm. La réalité, c'est qu'en jeu vidéo, t'es pas un réalisateur comme en cinéma, où c'est pas mal, il y a le producteur au-dessus de toi, puis après ça, c'est pas mal toi. Tu sais, en jeu vidéo, réalisateur cinématique, t'as plein de gens au-dessus de toi, tu vas avoir leur producteur à eux, le game director, leur creative director, leur directeur artistique, leur directeur d'animation. Après ça, tu vas avoir ta production cinématique, ton producteur ou ta productrice à toi. Puis après ça, ben là, il y a toi, il va avoir les cordeaux de ton équipe. Après ça, il y a la tech. Il y a juste des fois, mais je veux faire ça. Ben, t'auras pas ça, clavier. Mais je veux faire ça. Ben, t'auras pas ça, man. C'est juste pas ça que tu vas avoir, tu sais. Fait que des fois, c'est juste être capable de, est-ce que j'ai bien compris la vision? Puis des fois, ça va t'arriver, faire, oh, j'ai pas bien compris la vision. Puis là, tu joues au jeu, puis tu fais, oh, OK, ça se fit là, à ce moment-là. Puis des fois, c'est toi-même qui vas le voir faire, oh, attends, comment la cinématique va se fitter là-dedans? Puis eux autres vont faire, oh, t'as raison. Parce qu'eux autres, des fois, ils vont oublier un peu aussi les cinématiques. Comme je le répète, en jeu vidéo, tout autant que j'aime les cinématiques, c'est pas ça le premier point. Les gens, à moins que tu joues à un jeu comme des jeux de Quantic Dream, des jeux purement narratifs, si moi je joue à un jeu, tu sais, je suis un énorme fan de Dark Souls, pis ça, it's the game first. Je veux que le jeu soit bon. Même si tu me disais, il y a les plus belles cinématiques au monde là-dedans, c'est comme, si le jeu est pas le fun, j'en ai rien à foutre de tes cinématiques. Les cinématiques sont là pour ajouter. Tu sais, les cinématiques, c'est comme je dis C'est une souvent. récompense presque. Ouais, Je c'est sais une que ça me fait récompense. penser au Final Fantasy. Ben oui. Les Final Fantasy, il y a 20 ans, c'était vraiment la cinématique. C'était trop bien. C'est le Une produit, nouvelle ouais. ciné, ouais. Diablo 2, man. Les Ouais. Diablo, genre, tu finissais un acte, puis là, comme, oh, j'ai une cinématique, wow, c'est trop hot. Les Warcraft, ben oui. Puis tu sais, t'as exactement raison. Ça doit être une récompense pour le joueur. Ça doit être un super bon dessert après un repas copieux, puis un repas de qualité. Fait que tu sais, en jeu vidéo, c'est qu'est-ce qui prime en premier? C'est le gameplay. Ah, ça, c'est clair. Je pense que même être un réalisateur, serait, ouais, mais moi, ma cinématique, si ta cinématique répond pas au gameplay, man, elle marche pas. Même si elle était belle, puis elle a l'air belle dans un défilé YouTube de cinématique, ça marche pas. Et ça pour tous les départements. Hein.
C'est-à-dire qu'en réalisation, c'est sûr, mais pour tout, l'animation, moi j'ai appris à la dure que oui, même mon coco, ton anime, elle peut être belle comme tu veux, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que le feeling au gameplay soit bon, quoi. Ouais. Et c'est pour tout le monde, en fait, c'est ça. Tout est orienté vers le gameplay. Et c'est ce que j'allais te dire, j'allais rebondir sur ça, c'est qu'il y a une différenciation à faire entre la cinématique in-game, qu'on appelle in-game, et les cinématiques qu'on peut voir qui sortent de chez Unit ou qui sortent de chez, je sais pas... Square Enix pour du Final Fantasy, peut-être, c'est ça? Oui, sauf que là, c'est un peu différent parce que... Ah oui, je dirais, je vois. c'est comme Blizzard, par exemple, ils font tout eux-mêmes, mais ils ont quand même des cinématiques full Oui. CG qui sont beaucoup Je sais plus comment ils s'appellent de l'animation. en Pologne, là, qui font des super cinématiques promotionnelles. Peut-être, ouais. Je sais plus. Dijek, c'est pas Hongrie, ça? Je sais plus. Je sais plus, ouais. En tout cas, c'était ça, c'est la différence surtout à faire entre la cinématique in-game, où comme tu disais tout à l'heure, tu vas être contraint par le moteur, il y a des gens qui vont te dire « Ah bah ouais, mais tu peux pas cadrer là, mon gars, parce que là, on n'a pas prévu le décor, en fait, notre jeu, il est vu dans tel axe, tu peux pas retourner et faire tous les plans que tu veux. Et c'est contrairement à une cinématique, donc comme par exemple les grosses cinématiques de Blizzard, à chaque fois qu'un World of Warcraft arrive ou un Overwatch, tout d'un coup, là, ils font ce qu'ils veulent, ils créent un monde entier, comme on fait en film d'animation classique, et là, tu fais ce que tu veux. Ouais, puis encore, tu sais, est-ce que ta cinématique va jouer en real time? Ou est-ce que ta cinématique va être une vidéo? Oui. Puis là, tu peux te permettre de la comp, tu peux te permettre des trucs. Ouais. Puis même, tu sais, quand tu dis, il n'y a pas de décor de ce côté-là, des fois, ça va être tête de cochon, mais tu as un bel angle. Je l'ai mis ma caméra là. Puis là, parler avec les gens du level art, faire, peux-tu me rajouter quelque chose là? Puis là, tu te rends compte, ben ouais. Puis là, on te rajoute ça, ouais. Puis ça va être hors foyer, là, ça va être en arrière. Là. Mon point de foyer, il va être là, il est là le focus. Ah, ben ça passe. Fait des fois aussi, c'est d'avoir l'idée de consultation, puis être capable de parler avec ces gens-là, puis faire comme, oui, on peut le faire comme ça, mais peut-être c'est pas coûteux de le faire autrement. Je pense que j'ai une question bête. C'est quoi le point de foyer? Ouais, hein, vous n'utilisez pas tant ça, je me rends compte ici. C'est la perte de vue? Le focus. Ah, c'est le le centre d'intérêt, quoi. Exactement, ouais, exactement. Là où tu vas mettre ta dope. Si je pense que c'est le point de convergence direct quand on l'utilise, dans le fond, ou dans le glass, dans le verre, ça rentrait sur une caméra, puis le point de convergence que ça va aller donner directement sur le sensor ou la pellicule. Don't quote me on it, là, je suis pas un directeur photo, mais je pense que c'est de là que ça vient. Fait que c'est vraiment où est ton focus, où est la netteté dans ton image. Exactement. C'est ça. Fait que tu fais un rack focus, ben là, tu vas avoir un déplacement de ce point de focus-là dans ton image. Fait que des fois, c'est juste des astuces comme ça, genre, ouais, mais ça sera pas beau. Ouais, mais hey, si c'est bleu en arrière. Ah ben oui. Ben voilà, ça passe. Comme on le fait des fois au cinéma. Tu sais, des fois, tu regardais des backgrounds, tu fais, ça serait net. Hey, c'est pas si beau, mais une fois que tu as une belle 50 mm ou une 85 mm avec une ouverture 1.4, 1.8, puis là, c'est tout beau, puis c'est tout dreamy, ben ça passe. T'sais. C'est un truc que moi j'ai remarqué, tu vois, je regardais, je reviens sur cette histoire de cinématique, notamment les focus et tout, c'est des choses, il faut que le moteur puisse le faire en fait, quand tu parles de temps réel. Et en fait, il y a souvent une réflexion, notamment des joueurs qui sont virulents sur Twitter et tout, de dire « Oh, les cinématiques, elles sont dégueulasses ». Bah oui, mais parce que comme tu l'as dit, en fait, si c'est une vidéo précalculée, ça va être beaucoup plus facile de faire ce que tu veux que d'être contraint à utiliser en fait ce qui est déjà utilisé dans le gameplay en fait, donc le même personnage, donc le même modeling, le même rig, la même lumière, tout en fait, tout ce qui est voilà, et c'est là où on va différencier d'ailleurs très distinctement les cinématiques in-game et les cinématiques précalculées justement, et c'est pour ça que souvent dans les jeux vous avez plein de cinématiques qui sont pas forcément d'une qualité incroyable parce que en fait il y a des limitations. Si ton jeu il sort sur une Switch, t'attends pas à avoir du Avatar à l'écran. Assurément, bah ouais. Elle pourra pas l'afficher parce qu'elle doit l'afficher, la console, elle doit le mettre. Quoi. Mais même c'est ça que je te dis, c'est, tu sais, je pense que quand ces commentaires arrivent là, c'est que l'histoire arrive pas au niveau. Ouais, c'est que même mettons, je pensais à des films des années 80 où les effets spéciaux étaient pas si débiles. Rien à foutre, man. L'histoire est bonne. C'est cool. Ça marche. Pour moi, je pense à Terminator 2. C'est encore bon. C'est encore bon. Tu regardes ce film-là, c'est un bon film d'action. Puis tu regardes les effets spéciaux à cette heure. C'est vieillot, les animatroniques sont pas si pires, des vieux effets de CGI. Regardez Jurassic Park, le premier, man. Il est incroyable. Il est incroyable. Même pour notre époque, les dinosaures sont fous. Fait que je pense que c'est là l'erreur. C'est que quand on fait « Ah, mais c'était pas incroyable au niveau
technique visuelle, c'est là que je pense qu'on se gourre, qu'en réalité, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Je vais redire la même affaire, si tu peux pas le compter autour d'un feu puis avoir un intérêt de ton public, c'est peut-être pas une bonne histoire. Puis la preuve, le nombre de romans qu'on prend puis qu'on remet à l'image des bons romans, là, puis qu'on fait « Oh, c'est une bonne histoire, ça marche. Ouais. » Tu sais, des fois C'est non, clair. là, mais c'est à débattre. Et ça, d'ailleurs, quand tu fais, quand tu checkes les choses, quand tu regardes, est-ce que ça t'arrive parfois de reprendre vraiment tout en haut et de te dire, je vais regarder toute la cinématique entière? Ou est-ce que tu travailles à la cinématique ou est-ce que tu travailles à la shot? Tout le temps. Comment tu fais pour prendre du recul un peu sur le projet, voir la continuité, ce Faut genre que de tu choses? regardes ta continuité. Ouais. La continuité, mais c'est à différents moments, puis Ouais. c'est à différents niveaux. Malheureusement, comme les projets avancent avec différents milestones, si je peux dire. Tu sais, il y a différents éléments qui vont être faits à différents moments. Fait que le jeu va pas être prêt que toi, tu arrives en cinématique, puis tous les environnements sont prêts, tous les personnages sont prêts, tous les scripts sont prêts, Donc, tu vas commencer beaucoup que ça va être par cinématique. Puis là, tu construis petit à petit, mais à un certain moment, tu dois commencer à voir l'ensemble de ce que tu es en train de faire pour réaliser est-ce que c'est cohérent. Tu sais, comme je te disais, tu vas avoir plusieurs intervenants. Si j'ai un animateur sur une cinématique, un autre animateur sur une autre cinématique et un autre animateur sur une troisième cinématique, tu dois à un moment donné vite regarder la cohérence que oh, Néo, lui, il anime comme ça. Bibi, lui, il anime comme ça. Oh, là, on a comme un peu un mismatch dans le feeling. Puis des fois, moi, tu sais, ça m'est arrivé des fois à un moment donné, juste faire, tu vas voir un animateur junior, puis tu fais, oh, c'est quoi la lens? C'est une 28.4. T'es comme, non. Il n'y aura pas de .4 à côté d'une lens. Excuse-moi, moi, je viens de la réalité du cinéma. Je sais que tu peux le faire, mais non. Notre kit de lens, ça va être ça et ça. Puis là, il te regarde comme, oui. Parce que si j'étais sur un plateau, je designerais un film avec une idée qu'il y a un set d'objectifs qui donne le ton à notre film. Puis très rapidement, il faut que tu regardes l'ensemble de tes trucs pour être sûr que est-ce qu'il y a une cohérence. C'est sûr que là, si tu es dans une petite boîte indépendante, ben là, ça va peut-être tout le même gars qui fait tes cinématiques, tout le même animateur. Oui, bien sûr. Quand tu arrives dans un gros pipe, ben là, tu dois t'assurer d'avoir ça. Fait que très vite, c'est beaucoup de procédés d'itération. Tu sais, fait que si je tourne la mocap, ben tu tournes ta mocap, puis là, tu vas avoir ton solve edit, qui sont les caméras on-set qui ont été trackées avec les petits markers de façon que tu puisses traduire ces caméras-là après ça aussi dans tes scènes motion builder ou dans les engins. Puis là, tu vas juste avoir des petites popettes grises, puis des layouts gris, puis des petits bonhommes pas très beaux. Puis là, t'as pas encore de facial. Puis là, les mains marchent pas encore. OK, fait que là, tu commences à monter ça, puis la rythmique fonctionne-tu? OK, là, on a de quoi de cohérent. Oh, à un moment donné, t'as des trucs qui arrivent. Oh, wow, le layout. Ah, c'est cool, mais là, t'as pas encore de lumière. Oh, là, j'ai ce personnage-là, j'ai pas celui-là. Ah, là, j'ai plein de personnages puis de crowd en arrière, des personnages extras. Ah, les autres, c'est des petits bonhommes là de pas de cheveux, mais c'est pas grave. OK, ben on comprend. OK, on a le mouvement. Oh, à un moment donné, les lumières commencent à rentrer là-dedans. OK, now, il y a de la profondeur. OK, là, il y a de la perspective. OK, là, on fait une passe VFX. Oh, sounds cool. OK, là, t'as du son. Fait que c'est un procédé qui est très... Tu sais, c'est pas comme au cinéma où... Ouais. Mettons, tu filmes des vrais humains. T'as pas trop de green screen, t'as pas trop d'effets, puis bao, c'est là. Rapidement, tu peux voir tes choix sont-ils les bons. En jeu vidéo, des fois, tu fais comme « Ah, well, OK, c'est ça qui a l'air le décor. Ah, ben on l'avait tourné pensant que c'est ça, mais ils ont tourné finalement dans le level art de tel élément. Ben, peut-être on devrait tourner notre scène comme ça. Ah, non, on peut pas, parce que c'est un open world, puis le joueur peut rentrer de n'importe où, mais la porte d'entrée est là. OK, fait que peut-être on va commencer avec un autre angle de caméra, parce que c'est pas super beau commencer par là. Tu sais, fait que c'est beaucoup d'itérations, mais rapidement, il faut que tu regardes ton bout à bout puis tu saches, bon, c'est quoi le style global qu'on donne à ces cutscenes-là. Et il faut être prêt, du coup, c'est comme tu dis, là, contrairement à l'animation, il faut être prêt à... oui, bah, t'as fait toute une séquence, mais dans 3 semaines, une fois qu'on aura mis tous les autres éléments, ça va peut-être bouger, quoi. Certainement. Il faut mettre ton ego de côté et dire ok, savoir. C'est même pas une question d'ego, c'est une question de deuil en fait, de dire oui, bon bah oui, il va falloir changer pour le bien du projet. Hop. Même je te dirais, je pense un des meilleurs trucs dans le jeu vidéo, c'est dès le départ, tu mets ton ego de côté, puis tu le fais pour le jeu. Qu'est-ce qui est là pour le jeu? Puis moi, c'est toujours les gens, les game directors, les directeurs artistiques que j'ai préféré travailler avec. C'est que s'ils regardent quelque chose qu'ils ont fait, tu sais, parce que tu fais des trucs ensemble, puis des fois,
c'est pas ton erreur, c'est pas l'erreur de l'autre, c'est ensemble, on a fait les mauvais choix. Puis là, il faut faire les bons choix pour le jeu. Puis les gens avec qui j'ai le moins aimé travailler en jeu vidéo, c'est les gens que c'est leur ego. Ils ont voulu faire ça, puis ils vont se débattre, puis tout le monde va être comme ça marche pas. Un peu comme un publicitaire qui croit tout comprendre dans la 3D, qui va te dire non, mais moi je veux ça. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Pas en haut, pas en bas, pas en avant, pas en arrière. Voilà. C'est pas ça, mais cool, whatever. Le prochain Scorsese, man, I get it. Là. Ben, le meilleur, ça, moi, souvent, même, tu sais, quand je faisais de la pub, c'était de leur montrer leur truc. Tu veux ça? OK, tu leur montres, ça a l'air de ça. Ouais, mais attends, moi, je t'offrirais ça. Ah, ouais, ça look good. C'est ça. Let me work. Donne-moi tes idées, moi, je les interprète. Alors, sur le je pense qu'on arrive bientôt vers la fin de l'émission. On va pas trop tarder. J'en profite, je pose une... Ouais, ça va moi, vite. Je parle beaucoup. Hein. Non, mais c'est super bien, ça va super vite, c'est super agréable. Allez, je pose 2 petites dernières questions. Ouais, non, mais on a le temps, tu peux y aller. C'est juste J'ai une question un peu technique et une question un peu plus globale. Question technique, est-ce que ça se fait des Lens Bible, ce genre de choses? Lens Bible. Une Bible de Lens à utiliser pour le show? Une Bible de lentilles. Moi, je ne l'ai jamais fait directement. Ça va plus comme en discussion c'est avec... le DOP? En jeu... Là, tu parles en film ou en jeu vidéo? Les deux, ouais. En film, on va pas faire une Bible, mais on va aller dans les tests caméra où on va aller tester l'équipement. Puis souvent, tu sais, par exemple, tu vas à un rental house, un lieu de location, on va avoir 2-3 caméras, puis là, on va être comme, bon, on hésite entre ça, ou peut-être certains shots, ça sera avec celle-là voit mieux le soir. OK, voici le kit de lens, d'objectif qu'on veut essayer. Fait que oui, c'est des fois, on va vraiment faire, OK, on va chercher tel type d'anamorphique, OK, on choisit ce range-là, dans le fond, c'est différent anamorphiques-là, on les essaye, on regarde, des fois, on va faire venir des acteurs pour regarder, on a un petit plus le look de celle-là. Certaines lenses vont avoir, comment je peux dire, quand tu vas rack focus, quoi de genre, vont avoir un effet un peu différent. Ils ne traitent pas la lumière toute de la même façon. Tu sais, même souvent, on va s'imaginer les gens comme une red ou quoi de genre. C'est quoi le caillou que tu mets en avant? On dit souvent caillou, nous autres au Québec. C'est quoi l'objectif que tu mets en avant? Parce que là, tu vas avoir du monde. Mais ça donne pas qu'est-ce que je pense. Ouais, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est là que la lumière elle rentre puis elle va aller frapper le sensor, tu sais. Fait que... moi, j'ai jamais fait un Lens Bible, mais en cinéma, oui, on a fait des sélections d'objectifs qu'on sait que c'est ça qu'on va utiliser principalement sur la prod, sauf à quelques mouvements différents. En jeu vidéo, jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas travaillé avec des directeurs photo en jeu vidéo. Souvent, ça va être le superviseur d'animation ou les leads d'animation qui vont comme avec le réalisateur, établir un peu ce langage-là qu'on va chercher. Puis après ça, comment je pourrais dire, partager l'information avec l'équipe d'animateurs. Mais un Lens Bible comme tel, non. Mais ça pourrait être une bonne idée. Ouais, tu pourrais devenir le Jésus de la Lens Bible, Bibi. Le créateur. Le créateur. L'initiateur. Déjà, rien que les limitations dont on parlait tout à l'heure font que un petit peu... effectivement, ça serait cool de l'avoir en avance, mais de toute manière, en jeu vidéo, tu peux pas non plus aller dans tous les sens. Tu peux pas te dire tout d'un coup, je fais un fisheye là parce que c'est cool. Oui, mais enfin bon, le fisheye, il te montre tout le décor derrière, donc... souvent aussi, c'est ça aussi qui a tendance à un peu fermer les possibilités aussi, non, je pense. Oui, puis ça n'a pas l'air exactement non plus des vrais objectifs. Tu sais, même à chaque fois, si les gens en 3D me disent « Ouais, mais c'est comme... » Mais tu sais, ça dépend, par exemple. Moi, j'ai pas travaillé en gros CGI comme des affaires comme, par exemple, Toy Story 4. Puis Toy Story 4 avait fait un travail d'objectif qui était hallucinant, qui était tellement beau. Puis ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Tu sais, je pense que là, ça commence de plus en plus à avoir la mentalité de ramener ça dans les univers 3D. C'est vraiment donner un feel proche de la réalité. On a passé l'étape du « Oh, trop bien, on peut faire tout et n'importe quoi en 3D on revient à quelque chose de « Bon, ok, c'est bien d'avoir des caméras qui volent partout, de mettre du 28,4 dans la lens. » Même animé sur les deux. Oui, aussi. Tu sais, animé sur les deux, à un moment donné, on aurait dit que ça avait disparu, ça venait de l'animation 2D, puis à un moment donné, bam! Tu revois ça avec des trucs comme Spider-Verse, puis là, t'as Puss in Boots 2, le Chapoté 2 qui fait ça dans leur moment d'action, puis là, t'es comme « Looks fucking great! » Puis je me rappelle, j'étais assis avec une copine, t'es comme « Qu'est-ce qui arrive dans les moments d'animation? C'est tellement cool, j'ai l'impression de stop motion, puis je ben ouais! C'est animé sur les deux! Beaucoup de stop motion le font parce que c'est cheaper! » Tu vois ce que je veux dire? Fait que
Fait que je pense qu'on bientôt on va arriver à cette petite marge-là où on va vouloir de plus en plus ramener un peu de réalité dans le fictif, emmener un peu de fictif dans la réalité, puis trouver cette belle balance-là qui toujours, c'est pour l'émotion. Ouais. Donner de l'émotion au On spectateur. en revient toujours. Ah, c'est juste ça, en bout de ligne. Le client final, Ouais. c'est la personne qui va regarder, quoi. Ouais, Donc, ce qu'elle vit, quoi. c'est ça. Et justement, sur l'autre question, du coup, qui était un peu plus globale, peut-être même orientée un peu plus cinéma, le job de réalisateur, moi, j'ai l'image de... On fait les shoots, on récupère tout, et après, on va au banc de montage. Est-ce que c'est des choses où tu regardes constamment le banc de montage ou pas? Comment ça se passe? On va Pour faire le souvent rythme, ce qu'est-ce genre de qu'on choses. appelle les dailies. Ouais, Fait que tu sais, souvent, tu as tourné quelque chose une journée. Le lendemain ou le soir, ou dépendamment, tu vas regarder qu'est-ce que tu as tourné. Mhm. Fait que tu commences déjà à penser à qu'est-ce que tu vas faire. Puis souvent, quand tu fais ton découpage technique, tu sais, un shot breakdown, puis tout ça, puis que tu commences vraiment à étoffer dans le fond comment je vais avoir mon histoire, tu as déjà une idée du découpage dans ta tête. Mhm. Je pense que c'était David Lynch qui avait une super belle métaphore là-dessus, puis il disait, tu sais, faire un film, c'est comme si tu te faisais donner des photos, mais dans un ordre un peu découpé des fois. Mhm. Tu sais? Parce que tu tournes pas tout dans le même ordre, dans l'ordre du film. Quoi. Oui, mais je veux dire, même pendant que tu commences à le conceptualiser, Ah oui. t'as une image. Ouais. Puis là, t'es comme, Ouais. oh. Ça vient, ouais. Puis là, t'as une autre image, puis tu sais que ça fait partie comme du même rêve, du même élément. Puis là, on est, t'as d'autres images, et ces images-là te donnent qu'est-ce que c'est dans le milieu. Ben, des fois, c'est ça. Mais après ça, moi, je suis monteur, alors j'adore essayer des trucs au montage. Je crois même que c'est essentiel. Je crois que, juste à dire, c'est exactement de même que j'ai imaginé, puis c'est seulement ça que je vais faire, ben c'est comme ça que j'y vais. Je pense même que ça peut être une erreur pour trouver qu'est-ce qui fait fonctionner ton film. Je pense que c'était le premier Star Wars. Quand ils l'ont regardé, je parle A New Hope, là, je pense que c'est 4 ou quelque chose comme ça maintenant. ouais. Quand ils l'ont regardé, c'était un fiasco. Puis c'est, je pense, un monteur dans la salle qui a fait, non, c'est pas un fiasco. Donnez-moi le footage, donnez-moi le matériel, je vais le remonter. Puis ça a fait le film qu'on connaît maintenant. Parce qu'il s'est juste dit, c'est juste pas dans le bon ordre, c'est juste pas la bonne rythmique. Donc moi, c'est un combiné des deux. Tu peux le faire en jeu vidéo, ça? Dépendamment de la timeline que tu as. C'est parce que la réalité, c'est qu'assez tôt, comme il y a beaucoup d'intervenants en jeu vidéo, une fois que tu as locké tes scènes au niveau des cadrages puis des timings, ben là, tu as beaucoup d'autres gens, d'intervenants qui vont sauter là-dessus. Ouais. Les gens de VFX, les gens de lumière. Des fois, tu peux te le permettre quand ça fonctionne pas. Tu peux te le permettre quand c'est en vidéo, puis le procédé, les autres intervenants n'ont pas commencé à travailler dessus. Ou ils ont commencé à travailler dessus, puis ça affecte pas vraiment leur travail parce que tu vas te choper les plans puis les remettre ensemble. Mais en real time, ça peut être... tu peux, mais ça va probablement mettre d'autres gens dans l'embarras. C'est plus coûteux, quoi. Ouais. C'est plus coûteux, ouais. Je veux bien poser la petite dernière, ça vous va? Ah bah vas-y, on termine là-dessus. Pour ouvrir un petit peu... Oula, désolé, c'est pas moi, hein, c'est la chaise. Il a fait des parenthèses avec ses doigts, vous avez pas vu, là, il a la C'est pas moi, c'est la chaise. non, mais voilà, pour ouvrir un petit peu, bon, bah voilà, maintenant que t'as fait tout ça et que le projet, il sort, comment tu vis ce moment après? Après, une fois que le projet, il est terminé, est-ce que toi, ça y est, c'est terminé, ton travail, il est fini, tu regardes plus, même personnellement, je pense qu'il y a plein de façons de vivre ça, mais toi, t'as tendance à allez, vas-y, je vais au prochain projet. Est-ce que ça fait déjà 3 mois que tu penses à un nouveau truc, tu vois, et que t'as qu'une hâte, c'est de vouloir aller sur le nouveau truc? Ou est-ce que tu regardes encore pendant, le jeu qui sort, le retour des gens, à quoi ça ressemble sur une PS4, sur une PS5, sur un ordinateur, sur une Switch, sur un machin? Ça serait de mentir qu'on n'est pas curieux par rapport à ce qu'on a créé. Fait que c'est sûr que moi, je vais regarder la réponse des gens puis les commentaires des gens pour savoir comment mieux faire dans les prochains, est-ce qu'on a frappé à la bonne place. Ceci dit, j'ai jamais été quelqu'un qui va se torturer avec ces trucs-là. Je crois que quand tu as créé une pièce artistique de n'importe quel genre, une fois que tu la lances dans le monde, elle appartient au public qui le voit. Je pense que c'est ça la réalité. Je pense que quand je vois des réalisateurs débattre des idées qu'il y avait puis que les gens auraient dû comprendre ça, ben ils l'ont pas compris, ben c'est ça. C'est que t'as pas fait quelque chose qui allait les captiver puis les chercher là-dessus. Donc, je suis pas le type à me torturer avec ces éléments-là, mais ça serait mentir puis je crois que
presque tout le monde qui le dit, c'est comme non, moi je regarde pas du tout. Je pense qu'ils mentent un peu parce que quand même, quand tu travailles 2 ans, 2 ans et demi, 1 an et demi, c'est un projet. Faut pas me faire croire que du jour au lendemain, tu l'oublies. Bah oui, c'est Mais un oui, accomplissement. c'est ça. Ben oui. non, puis c'est un accomplissement, puis comme, tu sais, veux pas, on fait beaucoup de choses dans la vie pour être validé, se valider soi-même face à soi-même, être validé par les autres créateurs, tu sais, fait que pour moi, c'est pas maladif, c'est pas le genre de truc que je vais me torturer avec ou même qui vont changer mon mood, mais je crois que c'est le genre de truc desquels on peut vraiment apprendre, puis il faut pas passer non plus à côté de cette opportunité-là d'apprendre du public. Des fois, le public vont te sortir des trucs super intéressants que tu avais peut-être trop les œillères, puis tu n'as pas vu certaines opportunités que peut-être tu vas pouvoir rattraper sur les prochains projets. C'est presque ta dernière équipe. Pardon? C'est presque la dernière équipe À en 100%. plus, en fait, qui participe sans le vouloir. Le spectateur fait partie du projet. Ouais. Sans eux, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien de plus triste que de faire un film que personne ne verra jamais, faire une chanson que personne ne verra jamais. Il y en a peut-être que c'est ça qu'ils veulent, mais moi, je crée des choses pour faire vivre des émotions aux gens ou divertir purement les gens. Alors, ils sont tout aussi importants dans le process que les créateurs qui l'ont fait. Ok. Bah, c'est très beau. Très C'est bien. une belle finalisation. Bah, je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Tu nous enverras les références, tout ça là dont on parlait. Et Oui, puis, certainement. Je les ai notés en cours de route, on les Ouais, oubliera pas. bon, bah, parfait. On mettra tout ça dans l'émission. Désolé pour la réalisatrice, c'est Chloé quelque chose, Ouais. je sais pas. Non, y a pas Elle de mal. est vraiment excellente. Si vous voulez voir du cinéma qui est différent de Ouais. ce qui se fait présentement, ouais. Bah tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait là. Si tu devais donner 2-3 grosses références pour toi que tu conseillerais aux gens. c'est tough, man. Il n'y a pas de moment Ardisson parce que le doc est pas là, mais c'est ma question piège. Références. Dans quel genre de film, quel genre. Tu sais, c'est pas la même affaire. Si tu me demandes des films d'action, des films de kung-fu ou du swordplay chinois, ou tu me demandes des films. Comment je veux dire, des films plus expérimentaux, où je trouve même cette question-là excessivement difficile à répondre. C'est un peu comme, quel genre de musique tu aimes? Ben, ça dépend qu'est-ce que je fais. Tu sais, j'écoute pas du métal sur la toilette, disons. Là. Tu vois ce que je veux dire? Mais, tu sais, mettons, dans les auteurs que j'aime, j'irais probablement plus par des auteurs. J'aime souvent qu'est-ce que Darren Aronofsky fait. Je trouve souvent il y a une belle sensibilité. Denis Villeneuve, je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de conter des histoires de plusieurs façons de se rendre. David Fincher me parle aussi souvent beaucoup. Dans l'animation, il y a Miyazaki qui a vraiment qui m'a rendu tellement heureux dans mon enfance. Si je vais dans la littérature d'horreur, Junji Ito, je trouve que c'est superbe qu'est-ce qu'il fait. J'adore. Parce qu'il me rappelle Lovecraft que j'aime beaucoup, mais Junji Ito, vu que t'as le visuel avec. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est une question excessivement difficile à répondre, tu sais. Mais il y a des films que je me lasse pas nécessairement de voir, tu sais. Peut-être je pourrais vous faire une petite liste, mais pour moi, même je trouve ça terrifiant quand quelqu'un arrive et me dit « Ah, moi, ça, c'est mon top 5 des films des meilleurs que j'ai vus de ma vie. » Puis je suis comme « Ben là, ça dépend. T'es-tu avec tes enfants ou t'es pas avec tes enfants? Parce qu'il y en a que c'est pas évident. » Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment une question de mood. Puis même des films ou des séries que j'ai commencé à un moment donné, puis fait comme « Ah, puis là, t'es dans le bon mood. » Puis t'es comme « Wow! J'allais passer à côté de ça, tu sais. » Il y a besoin d'un contexte parfois. Hein. Ah oui, totalement. Tu sais, mettons un Nicholas Winding Refn, t'es pas toujours dans les moods pour voir ses films. Il y en a qui sont, selon moi, qui pètent un peu plus haut que le trou, mais qui a des idées super cool quand même dedans, puis du visuel vraiment cool. Tu sais, Gaspard Noé, c'est pas tout que j'aime de Gaspard Noé, mais il a fait des affaires intéressantes. Enter the Void, si tu parles de films psychédéliques, man, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des films psychédéliques aussi denses que Enter the Void. Tu sais, est-ce que j'écouterais Enter the Void 100 fois dans ma vie? Absolument pas. Une fois par année, non, mais de faire comme si ce film-là avait pas sa place dans l'œuvre collective humaine, ouais, c'est pas mal ça. Bah super, bah merci beaucoup Joseph, c'était cool. Hey, merci Néo, merci Bibi, c'est bah, fun de m'avoir invité. Une deuxième émission tout aussi qualitative que la première. C'est clair. Trop cool. Bah écoutez, on vous fait à tous des gros bisous. Et puis si jamais vous avez envie un peu de rap, on va se faire un petit CGBS. Si on a le temps, on va s'en faire un petit. Il sera petit celui-là. Ouais, allez, ça marche. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Merci, salut les bipèdes. Bye bye.